Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique en hématologie sur le syndrome myélodysplasique. Nous allons d'abord parler de l'énoncé. Il s'agit de M. MX, 62 ans, qui est employé dans une entreprise pétrolière. Il présente depuis quelques mois une asthénie, il ne boit pas d'alcool, il a arrêté de fumer il y a 2 ans et il est traité pour une hypercholestérolémie. Alors qu'il consulte son médecin traitement pour un renouvellement d'ordonnance, celui-ci constate une pâleur cutanée et demande un bilan biologique. Dans cet énoncé, on voit qu'il y a plusieurs mots-clés à retenir. Tout d'abord, on voit que le patient travaille dans une entreprise pétrolière, donc il est possiblement en contact avec des produits chimiques. Il présente depuis quelques mois une asthénie, il ne boit pas d'alcool. On voit qu'il présente également une pâleur cutanée. Donc l'asthénie et la pâleur cutanée nous orientent légèrement vers le diagnostic, il s'agit des signes cliniques probablement de l'anémie. Donc c'est pour ça que le médecin demande un bilan biologique. Maintenant, nous allons interpréter ce bilan. Tout d'abord par rapport aux valeurs des globules rouges. Donc ici, ce sont les résultats du bilan obtenus. On voit que les hématies ont un taux de 3,3 Tera par litre, ce qui est inférieur aux valeurs de référence. Il s'agit donc d'une érythropénie. Le taux d'hémoglobine est également diminué, il s'agit donc d'une anémie. Pour le volume globulaire moyen, il est augmenté, il s'agit donc d'une macrocytose. Pour la CCMH, elle est normale. Pour le taux de réticulocytes, il est très diminué. Il est à hauteur de 22 Giga par litre. Il s'agit donc d'une anémie arégénérative. Au total, nous aurons donc une anémie normochrome macrocytaire arégénérative. Par rapport à l'interprétation des globules blancs, ici on voit que le taux de leucocytes est de 2,5 Giga par litre, ce qui est diminué. Le taux de lymphocytes est de 40%. Il faut donc, comme il s'agit d'un pourcentage, il faut bien évidemment calculer en valeur absolue. En valeur absolue, il s'agit d'un taux de 1 Giga par litre, ce qui est normal. Par rapport au taux de monocytes en valeur absolue, c'est un taux également normal. Par rapport aux polynucléaires, seuls les neutrophiles sont diminués, il s'agit donc d'une neutropénie. Enfin, par rapport aux plaquettes, donc les plaquettes ont un taux de 120 Giga par litre, il s'agit donc d'une thrombopénie. Maintenant, nous avons fini avec les NFS, nous allons nous intéresser à l'interprétation du bilan biochimique. On voit que sa TSH est normale, son taux de GGT est normal, ainsi que les vitamines B9 et B12 ont un taux normal. Au total, pour résumer l'interprétation du bilan, donc on aura au niveau de la NFS une anémie normochrome macrocytaire régénérative associée à une leucopénie, à une thrombopénie. C'est pour ça qu'on peut parler de pancytopénie. Au niveau de la biochimie, les vitamines B9 et B12 sont normales, le taux de TSH et de GGT seront normal. Donc, pour un petit rappel, donc ici, en cas d'anémie normochrome macrocytaire arégénérative, donc on va rechercher les causes les plus fréquentes d'anémie normochrome macrocytaire. Donc il s'agit principalement des carences en vitamine B9 ou B12. Donc ici en l'occurrence elles sont normales. On peut également suspecter les causes de dysthyroïdie. Donc c'est pour ça qu'on a établi un dosage de la TSH qui est ici normal. Alors le patient, dans le cas clinique, on apprend qu'il ne boit pas, mais le médecin a quand même demandé un dosage de la GGT, et il s'avère qu'il est normal. Donc on peut exclure une cause d'anémie par cause d'alcoolisme. Alors, le médecin a bien respecté la conduite à tenir, car suite à une anémie macrocytaire régénérative, le premier examen demandé, c'est un myélogramme. Donc on voit qu'il a bien été réalisé. Dans celui-ci, on observe une moelle riche, avec une cellule, c'est-à-dire qu'il y a une cellularité augmentée, avec des anomalies morphologiques touchant la lignée granulocytaire, érythroblastique et mégacariocytaire. On y décompte 5% de blastes. Une coloration de Perls est réalisée. Il est observé 2% des sidéroblastes en couronne. Donc ici, il y a également plusieurs mots-clés à retenir. Donc on voit qu'on est en présence d'une moelle riche. Alors on voit des anomalies des trois différentes lignées, les lignées granulocytaires, érythroblastiques et mégacariocytaires. Donc on voit qu'on a 5% de blastes, donc on peut écarter les leucémies. Alors on voit que la coloration de Perls est réalisée, on observe 2% des sidéroblastes en couronne. Donc ici, c'est un exemple de myélogramme. Donc on peut observer les granulocytes pauvres en granulation,
qui sont montrés par les flèches. On voit également qu'ils sont hyposegmentés. Alors on observe également plusieurs blastes qui sont désignés par les têtes de flèches. Alors ici c'est un exemple de coloration de Pearls. On voit les sidéroblastes en couronne avec une couronne bleutée autour de ces cellules. Donc ces couronnes bleutées représentent les petites granulations de fer autour des cellules. Donc maintenant nous allons nous intéresser aux questions ainsi qu'à la correction. Tout d'abord, première question, quelle pathologie vous semble ici la plus probable? Expliquez. Donc suite à tous ces arguments, on va suspecter un syndrome myélodysplasique. Donc il y a un faisceau d'arguments qui nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord les arguments biologiques. Alors pour rappel, au frottis, on avait trouvé l'anémie macrocytaire arégénérative associée à la pancytopénie. Au niveau du myélogramme, on est orienté car nous sommes en présence d'une moelle riche, avec un excès de blast mais qui est inférieur à 20% au niveau du myélogramme. Alors les trois lignées présentaient des anomalies de forme, avec des 10 érythropoïèses, des 10 granulopoïèses ainsi que des 10 mégacaryopoïèses. Alors au niveau du bilan biochimique, donc pour rappel, il n'y avait pas d'alcoolisme car les GGT étaient normales, pas de dystéroïdie car la TSH était normale, et il n'y avait pas de carence en folate ni en vitamine B12, ce qui a éliminé les autres causes d'anémie macrocytaire. Donc ensuite, il y a également les arguments cliniques, parce que, donc pour rappel, notre patient présentait une asthénie ainsi qu'une pâleur, qui sont tous les deux liés à l'anémie. Enfin, on a les arguments épidémiologiques. Donc ici, il s'agit d'une découverte fortuite. Alors, le patient était âgé de 62 ans, donc en plus, le syndrome myélodysplasique touche principalement les personnes âgées. De plus, on apprend qu'il travaille dans l'industrie pétrolière, et alors il y a une exposition probable au benzène, qui est un toxique leucémogène. La deuxième question, quel sera le traitement au long cours de M. MX, sachant que sa pathologie est considérée comme étant à faible risque sur le plan pronostic? Alors, le plus important, en cas de syndrome myélodysplasique, pour le traitement à long terme, c'est de corriger les cytopénies. Donc tout d'abord, on va corriger l'anémie, à l'aide, par exemple, d'injections d'érythropoïétine ou de transfusion de concentrés globulaires. On va également corriger les neutropénies, à l'aide des analogues de GCSF, les facteurs de croissance myéloïde, tels que le filgrastim, le lénograstim, le pegfilgrastim. On va également diminuer les risques infectieux en donnant des antibiotiques de large spectre en cas d'infection. On pourra également corriger les surcharges en fer, car lors des transfusions, il y a des surcharges en fer secondaires, qu'on appelle également les hémochromatoses post-transfusionnelles. Donc ici, le traitement conseillé, ce sera des traitements à l'aide de chélateurs de fer, tels que le déferox ou le déferoxamine. Alors, il y a une remarque importante à faire, c'est que les transfusions de concentrés plaquettaires ne sont utilisées qu'en cas de nécessité, telles que les hémorragies ou lors de chirurgie, car les patients développent rapidement une allo-immunisation qui rend ces transfusions inefficaces. Alors, on peut également proposer des agonistes de la thrombopéiétine, mais cependant, ils n'ont pas d'AMM pour être utilisés dans ce cadre de thrombopénie secondaire à un syndrome myélodysplasique. Par rapport à la troisième question, donc MX est perdu de vue pendant 2 ans, il revient consulter suite à une altération de l'état général avec un amaigrissement important, un bilan sanguin est alors réalisé. Voici les valeurs obtenues, donc on va déjà l'interpréter. On voit qu'il s'agit d'une leucopénie, comme dans le premier cas. On voit que le taux de lymphocytes est normal, le taux de monocytes est normal par rapport au polynucléaire. Nous sommes en présence c'est à corriger, il s'agit d'une neutropénie. Cependant, on voit ici que le patient présente des blastes au niveau du frottis sanguin, à hauteur de 18%. Il s'agit donc d'une blastose sanguine. Par rapport à la morphologie érythrocytaire, on observe une anisopoïkilocytose. Alors au niveau du myélogramme, un nouveau myélogramme est réalisé. On observe toujours une moelle riche avec ici 32% de blastes, dont certains contiennent des corps d'OR. La question, de quelle complication de la pathologie de MX s'agit-il? Donc ici, on va suspecter une acutisation du syndrome myélodysplasique en leucémie aiguë myéloïde. En effet, il y a plusieurs arguments qui nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord, au niveau de la biologie, on observe la blastose médulaire qui est supérieure à 20%,
c'est ce qui pose le diagnostic de la leucémie aiguë. Alors, on observe également la présence des corps d'OR qui nous orientent vers une origine myéloblastique. Par rapport à la clinique, on observe une altération de l'état général. Par rapport au contexte, il faut savoir qu'il y a une évolution très fréquente de certains syndromes myélodysplasiques en leucémie aiguë myéloïde. Donc, il y a également des complications des cytopénies telles que les infections et les hémorragies. Donc, par rapport à la question numéro 4, le patient est traité par une chimiothérapie à base de cytarabine et de daunorubicine en protocole standard 7+3. Suite à l'échec de cette chimiothérapie, un traitement par azacitidine est débuté. Donc, pour rappel, il s'agit du protocole de première ligne pour traiter la plupart des leucémies aiguës myéloïdes. Alors ici, l'acronyme il résume les durées de traitement des deux médicaments utilisés. Donc le premier médicament, il s'agit de la cytarabine, qui est administré pendant 7 jours. Le deuxième, qui est l'anthracycline, est administré pendant les 3 premiers jours. Expliquer alors les mécanismes d'action de ces 3 médicaments, quel est l'effet indésirable le plus fréquemment causé par la daunorubicine, expliquer le mécanisme de la toxicité et les mesures de prévention mises en place. Alors, un petit rappel par rapport à la cytarabine, il s'agit d'un antimétabolite analogue de la pyrimidine. Le mode d'action, il s'agit d'une prodrogue qui sera activée par phosphorylation. Suite à cette phosphorylation, on aura alors un blocage de la synthèse des acides nucléiques. Le deuxième médicament, il s'agit de l'azacitidine, qui est un agent déméthylant. Il y aura alors une réactivation des gènes suppresseurs de tumeurs inactivés par méthylation dans les cellules cancéreuses. Par rapport à la daunorubicine, il s'agit d'un médicament de la famille des anthracyclines. Il s'agit d'un agent intercalant, c'est-à-dire qu'il va se fixer entre les différents brins d'ADN. Alors ici, son mode d'action, il s'agit d'un inhibiteur de la topoisomérase de type 2, et il va également inhiber la réplication et la transcription de l'ADN. Donc par rapport à la daunorubicine, son mécanisme de toxicité, c'est qu'il possède une toxicité cardiaque par formation de radicaux libres en présence de Fe3+. Alors, il y a également une absence d'enzymes de détoxification. Donc, il s'agit principalement des catalases dans le tissu cardiaque. C'est ça qui va provoquer la toxicité. Par rapport à la surveillance, donc il s'agit d'une simple surveillance cardiaque. Alors, elle se réalisait par exemple par l'électrocardiogramme. On pourrait également, pour diminuer cette toxicité, utiliser des calates de fer qui vont permettre d'éviter la formation des radicaux libres et ainsi diminuer la cardiotoxicité. Par rapport à la question 5, on apprend que la belle-sœur de MX, âgée de 65 ans, souffre du même type d'hémopathie que celle initialement diagnostiquée à son beau-frère. Elle aussi souffrait d'asthénie et de pâleur cutanée. Sachant cela, et à l'aide des résultats des examens réalisés au moment du diagnostic de sa maladie donnée ci-dessus, il faudra alors interpréter le bilan. Donc voici les résultats obtenus. Alors ici, on voit qu'il s'agit d'une érythropénie, comme pour le premier cas. On observe une anémie qui est relativement sévère, vu qu'elle est à 60 grammes par litre. Au niveau du VGM, on voit une macrocytose. Au niveau du CCMH, il s'agit d'une normochromie. Par rapport au taux de réticulocytes, il est très diminué. Il s'agit donc d'une anémie arégénérative. Au total, exactement comme dans le premier cas, il s'agira d'une anémie normochrome macrocytaire arégénérative. Par rapport à l'interprétation des globules blancs, ici on voit que le taux de leucocytes est normal, le taux de lymphocytes après l'avoir converti en valeur absolue, il est normal, le taux de monocytes est normal. Par rapport aux polynucléaires, toutes les valeurs sont normales. Alors, par rapport aux plaquettes, ici on a un taux très élevé de 600 Giga par litre, il s'agit donc d'une thrombocytose. Au total, il s'agit donc d'une anémie sévère, normochrome macrocytaire arégénérative, associée à une thrombocytose. Ensuite, le myélogramme est réalisé. Alors on observe une moelle riche avec une hyperplasie mégacaryocytaire ainsi qu'une dysmégacaryopoïèse, associée à une hypoplasie de la lignée érythroblastique, sans excès de blastes. Il y a une absence de sidéroplastes en couronne à la coloration de perles. Alors on voit qu'il y a également un karyotypage qui est réalisé. Dans celui-ci, on observe une délétion au niveau du bras court numéro 5.
du chromosome numéro 5. Donc ici, ce sont les différents mots-clés à retenir: la moelle riche, les hyperplasies mégacaryocytaires avec une 10 mégacaryopoïèse, l'hypoplasie de la lignée érythroblastique, sans excès de blastes, avec une absence de sidéroblastes, ainsi que la délétion 5Q. Alors ici, c'est un exemple du myélogramme que l'on s'attend à retrouver chez la patiente. Alors ici, on voit l'hypoplasie de la lignée érythroblastique, donc sans excès de blast. Alors à l'image, on voit que la moelle est relativement riche, avec une hyperplasie mégacaryocytaire, donc on voit le mégacaryocyte au centre de grande taille, avec une 10 mégacaryopoïèse. Donc ici, on voit le mégacaryocyte qui est un petit noyau qui est non lobé. Donc c'est vraiment caractéristique de notre cas clinique. Indiquer de quelle affection souffre plus précisément cette patiente et argumenter. Donc ici, on va suspecter un syndrome myélodysplasique, mais il s'agira du syndrome 5Q. Alors, il y a plusieurs arguments. Tout d'abord, les arguments biologiques. Alors, au frottis, on a observé une anémie sévère macrocytaire arégénérative associée à une thrombocytose. Alors, au myélogramme, on a observé une moelle riche, l'absence de sidéroblastes en couronne, les mégacaryocytes avec des petits noyaux non lobés. Donc, il s'agit d'une 10 mégacaryopoïèse qui est très évocatrice d'un syndrome 5Q. Alors, on trouve que le taux d'érythroblastes médulaires est inférieur à 5%, associé à un taux sanguin de réticulocytes qui est également inférieur à 5 Giga par litre. Donc, c'est ce qui définit l'érythroblastopénie. On a vu également une hyperplasie mégacaryocytaire ainsi qu'une 10 mégacaryopoïèse associée à l'érythroblastopénie. Ça aussi, c'est très caractéristique des patients de syndrome 5Q. Alors, de plus, au cariotype, on a observé la délétion du bras long du chromosome 5. Donc, par rapport aux arguments contextuels, alors on voit qu'il s'agit d'une femme, donc il y a une prédominance féminine. De plus, elle est âgée de 65 ans et il y a un pic de fréquence à cet âge. Par rapport aux arguments cliniques, donc on a observé l'asthénie ainsi que la pâleur qui étaient tous les deux liés à l'anémie. Alors, donc, on a suspecté le syndrome 5Q car dans les syndromes myélodysplasiques, on observe des thrombocytoses dans deux types de syndrome myélodysplasique, à la fois dans le syndrome 5Q et dans le syndrome ARSI, également appelé l'anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne. Donc, cette thrombocytose est présente dans environ 50% des cas de syndrome 5Q. Alors, il faut savoir que cette délétion, elle est associée à un pronostic favorable, sauf en cas de mutation du gène suppresseur de tumeur TP53, qui sera alors responsable d'une résistance au lénalidomide. Par rapport à la dernière question, dans quelle autre situation peut-on observer une thrombocytose? Donc ici, il s'agit d'une question assez classique. Donc, parmi les étiologies, on a les thromboses réactionnelles de stress ou de rebond. Donc, elles sont par exemple observées suite à une petite hémorragie, une hémolyse ou une chirurgie. On observe les thrombocytoses également dans les carences martiales, dans les pathologies inflammatoires telles que les maladies auto-immunes, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, lors des infections bactériennes, lors des asplénismes, donc suite par exemple à une splénectomie ou une drépanocytose, ou également lors des syndromes myéloprolifératifs tels que les thrombocytémies essentielles, les leucémies myéloïdes chroniques, les polyglobulies de Vaquez, ainsi que les splénomégalies myéloïdes chroniques. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et j'espère que ce cas sera utile dans votre pratique quotidienne. En tout cas, merci beaucoup de vous abonner si vous voulez découvrir plus de contenu. Merci beaucoup.